Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un tout petit peu particulière, car aujourd'hui il n'est pas question de manga, mais d'une bande dessinée, ou plutôt de plusieurs cycles d'une même bande dessinée, la caste des métabarons. Pour ceux qui me suivent depuis maintenant de nombreuses années, vous savez que ça fait quelques temps maintenant que je parle d'une vidéo autour de la caste des métabarons, et j'attendais depuis pas mal de temps maintenant que le troisième cycle, intitulé Métabaron, se termine. Après plusieurs années sans nouvelles, enfin, le troisième cycle s'est terminé en 2022, et il était temps maintenant, pour moi, alors que 2024 commence, d'enfin faire cette vidéo qui va revenir sur tout l'univers de la caste des métabarons. On commencera donc par la série mère, la caste des métabarons, puis les différents préquels, spin-off et séquels, à savoir Castaka, les armes du métabaron et Métabaron. Mais commençons par le commencement. À l'origine, la caste des métabarons est un spin-off de la BD Linkal, écrit par Jodorowsky et dessiné par Moebius. Ils ont collaboré ensemble à la suite de l'échec de la production du film Dune de Jodorowsky, pour lequel Moebius a fait beaucoup, beaucoup de choses. J'en parlerai peut-être plus dans une vidéo consacrée à Linkal, si un jour j'en parle. Donc, à la suite de cet échec, est née, je vous le donne en mille, la BD Linkal. Dedans, il y a un personnage secondaire nommé, sans nom, le Métabaron, l'homme le plus fort de l'univers. Et, quelques années après la fin de Linkal, Jodorowsky a voulu étoffer son univers avec des spin-offs. Ainsi sont nés, avant Linkal, le préquel de la série, après Linkal, la suite avortée dès le tome 1, qui reviendra terminée en 3 tomes 8 ans plus tard sous le nom de Final Inkal. Mais d'autres séries ont aussi vu le jour. Les Technopères, une série en 8 tomes s'étalant de 98 à 2006. Megalex, une série de 3 tomes sortie en 99 et s'en terminée en 2008. Et enfin, la série dont on va parler aujourd'hui, la caste des méta-barons. Et si pour tous les spin-offs ce n'est plus Moebius aux commandes, c'est pour deux raisons. D'une, il était sur d'autres projets. Et de l'autre, Jodorowsky pense ses œuvres par rapport au dessinateur et non l'inverse. Ainsi, bien que Jean Giraud avait commencé une ébauche de la série, mais à cause de la première raison, c'est au final Juan Jiménez et son style réaliste qui seront chargés de dessiner les 8 tomes, et mon Dieu, quel coup de crayon, dont on reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors sans plus tarder, on parle de la saga Métabaron avec le premier cycle, la caste des Métabarons. Publié entre 1992 et 2003 pour un total de 8 tomes, la série raconte l'histoire de la caste des Métabarons sur 5 générations. Alors, avant de commencer à parler de la série, un petit tour d'arbre généalogique s'impose. Car comme le dit l'auteur, l'individu n'est pas un simple individu, mais un arbre généalogique. Je vous présente donc Othon le trisaïeul et sa femme Honorata la trisaïeule, leur fils Agnar le bisaïeul marié à Oda la bisaïeule, qui ont pour fils Melmoth l'aïeul qui épouse Donna Vincetta Gabriella de Rocca l'aïeul, et enfin Agora et son fils sans nom, le dernier Métabaron. L'idée de cette série, ce n'est pas de montrer l'origine d'un personnage, mais de sa famille, pour voir que celui-ci a été façonné par des traditions et des événements qui remontent sur plusieurs générations. L'idée derrière ça est de dire que si le personnage agit de cette manière, c'est par l'influence de son père, lui-même influencé par son père. Pour prendre un exemple, qui rappelle un peu la jeunesse de Jodorowsky, si un père bat son fils, c'est qu'il a peut-être lui-même été battu enfant par son père. Et son père l'a lui-même été à son tour. Ainsi de suite, on remonte le fil pour savoir d'où vient le problème. C'est ça qui forge la personnalité de Sans Nom. Un métabaron solitaire et cynique qui refuse d'avoir une descendance et de perpétuer la tradition de sa caste. Et quelle tradition! On peut les résumer à deux
grand rite. Tout d'abord, les mutilations. La série commence par son nom qui se fait arracher l'oreille et une moitié de cerveau par son père, qui le remplace par des implants robotiques. Son père lui-même a perdu une main, remplacée par une greffe cybernétique. On découvre ensuite les origines de cette tradition avec Othon, le trisaïeul, qui a perdu son service 3 pièces dans un accident. Son fils Agnar, plus ou moins à cause d'une maladie, doit perdre ses jambes, et je tairai les raisons de la mutilation de l'aïeul, mais son nom vous donnera une idée de quelle partie de son corps il a perdu. Qui, au passage, est venu d'une blague entre les auteurs qui se demandaient quoi faire après les pieds, le pénis et une main. C'est aussi l'aïeul qui va appliquer volontairement une mutilation à son fils sous le prétexte de la tradition, et lui coupe ainsi la main. Alors que les précédentes mutilations étaient dues à un accident ou des raisons biologiques. La seconde tradition, c'est le Bushitaka, une tradition héritée des Kastaka, le clan d'Othon, ou plutôt de sa première épouse, qui privilégie les palais aux armes aux technologies modernes. Par la force du destin, les métabarons se doivent d'être forts au combat. Le titre se transmet ainsi lors d'un duel entre un père et un fils pour savoir qui est le plus fort. C'est à chaque fois pour eux, que ce soit le père ou le fils, un véritable déchirement, et bizarrement ce rite, comme le précédent, devient une tradition à cause d'événements tragiques ou d'accidents, plus que pour perpétuer une quelconque tradition. Car oui, la caste des métabarons, c'est une tragédie shakespearienne dans l'espace, voire même une tragédie mythologique. Mais pour en dire plus, je dois rentrer dans une petite zone spoiler, donc pour ceux qui veulent savoir le moins de choses sur l'univers de la caste des métabarons, je vous retrouve dans quelques minutes. La lignée de son nom est remplie de magie et d'inceste, chose qu'on peut retrouver dans les familles divines des dieux mythologiques, comme les Grecs. Tout d'abord, Othon, qui est stérile, malgré ça, va avoir un enfant, un fils. Sa femme, une sorcière, va utiliser le sang de son mari pour donner naissance à Agnar. Pour info, c'est une idée du film Dune de Jodorowsky qui a été repris ici. Pour reprendre les termes de Jodorowsky, Agnar est né d'un plaisir psychique et non physique, car c'est le sang et non le sperme qui a fécondé sa mère. L'aïeul, tête d'acier, maintenant vous savez quelle partie du corps il a perdu, est lui le fruit d'un inceste psychosexuel, sa grand-mère ayant possédé le corps de sa mère. Agnar a donc eu un enfant avec le corps d'Oda, sa femme, et l'esprit d'Honorata, sa mère. Passage ô combien intéressant quand on s'intéresse à la figure de la mère dans la psychologie humaine et le rapport de cette dernière avec les hommes. Car comme l'avait expliqué l'auteur dans un interview, les hommes vont chercher à trouver une femme qui correspond le plus à sa génitrice ou au contraire à s'en éloigner le plus possible. Dans un cas, l'homme a un complexe d'Oedipe, dans l'autre, il veut s'éloigner le plus possible de ce complexe. Il y a aussi le cas de Donna Vincenta della Rocca, la femme de tête d'acier, qui a failli être violée par son père. Ou encore leur enfant, Agora, qui va s'auto-inséminer. Et dans d'autres œuvres autour de la caste, ou même dans les œuvres de l'auteur, il va être aussi question de ça. Voilà, on termine ainsi la petite zone spoiler. Tout en restant dans la mythologie, on a aussi un terme grec qui revient dans cette œuvre et dans d'autres titres de Jodorowsky. C'est le thème de l'hermaphrodite. Venant du personnage d'Hermaphrodite, il s'agit du fils d'Hermès et d'Aphrodite, et qui est caractérisé par le fait d'avoir un sexe féminin et masculin. Dans l'Incal, Solun est un être androgyne. Dans la case des métabarons, Janus Janna, l'empereur galactique, sont des jumeaux siamois hermaphrodites. Et Agnar devait naître hermaphrodite pour le culte Shabad-Oud. Dans les Chevaliers d'Héliopolis, le personnage principal est hermaphrodite. Et je ne vais pas tout lister, car déjà je n'ai pas tout lu de la bibliographie de l'auteur, mais vous l'aurez compris, un être hermaphrodite, c'est un thème régulier chez l'auteur. Maintenant, au final, vous êtes en droit de vous poser une question. Est-ce que les 8 tomes ne sont pas similaires? Oui et non. Oui, il y a pas mal de redites avec de la baston, des démembrements, du cul et de la vengeance. Tout ça sur 5 générations.
Par exemple, une tradition qui n'en est pas une, c'est l'humiliation de l'Empire. Dans le premier tome, Auton, le trisaïeul, avec 10 fois moins d'hommes et armé d'épées en acier, va vaincre une armée de Stormtroopers de l'Empire. Il va passer un marché avec eux, puis il va s'infiltrer dans le palais de l'empereur pour devenir son mercenaire personnel. Chose que tous les métabarons vont faire. Infiltrer le palais de l'empereur pour lui faire un petit coup de pression. Une autre chose qui revient souvent, c'est aussi la quête de noblesse des métabarons, héritée de Auton. Celui-ci a épousé la fille du baron Kastaka. Il passe de pirate de l'espace à futur baron Kastaka, puis tout simplement un méta-baron. Sa descendance aura cette même idée. Agnar épouse une princesse et son fils épouse une noble aristo. Donc oui, il y a des similarités, mais en même temps, chaque métabaron a son propre caractère qu'il a hérité d'un de ses parents. Car le plus souvent, un métabaron est élevé de manière monoparentale. En même temps, quand tu dois tuer ton père, forcément, il reste plus qu'une personne. Agnar est donc élevé pendant 7 ans par sa mère, puis va vivre seul. Melmoth a été éduqué toute sa vie par sa mère dans le but d'être une arme de destruction. Agora est le premier à être élevé par son père. Et enfin, Agora élèvera seul son nom. Comme je parle du père et de la mère, je peux aussi enfin aborder les relations hommes-femmes, qui peuvent être elles aussi sujets à discussion, dans le sens où la romance, dans la case des métabarons, est très rapide. Chaque métabaron et sa femme tombent amoureux au premier regard. Il s'agit à chaque fois d'un coup de foudre. On le voit avec Auton et Honorata, où un faisceau de lumière relie leurs yeux au premier regard. Ou encore, comme Agnar devient fou amoureux d'Oda en voyant un simple hologramme de sa princesse. Ça peut choquer et donner un sentiment de facilité, surtout quand il est réutilisé pendant 4 générations. Mais si on garde ce côté shakespearien, ce côté mythique, c'est normal. Chaque métabaron est en quête de sa moitié et quand il la voit, il sait que c'est la bonne personne. D'où le côté coup de foudre à chaque génération. Et puis bon, les femmes dans la caste des métabarons, ce ne sont pas des poules pondeuses qui gardent le foyer pendant que monsieur part guerroyer. Les femmes dans la saga de la caste des métabarons et les suites sont pour ainsi dire badass, et ce sont des femmes fortes. Honorata va trahir la secte pour laquelle elle travaille, certes par amour, mais quand je vois ce qu'elle va faire, je me dis, l'amour donne des ailes. Donna Vincenta va aller jusqu'à se crever les yeux pour ses convictions et va même tenter de se suicider pour empêcher un salaud d'accomplir son projet. Même dans les autres itérations, les femmes de la série Kastaka sont des femmes fortes et des guerrières. Et je pense bien sûr à Aurelia qui se plie au Bushitaka sans sourciller, ou encore à Antigrea, la guerrière. Enfin, avant de parler du dessin, je vais finir par parler de Lothar et Tonto, les R2D2 et C3PO débiles et grossiers de la série. Tonto est le robot serviteur des métabarons, depuis la première génération. C'est lui qui compte les origines de la caste à Lothar, nouveau venu dans la famille des robots des métabarons. L'histoire est donc en réalité un immense flashback raconté par Tonto pour Lothar, parfois interrompu par ce dernier. Et lors d'une première lecture, c'est usant, car pour certains ça peut couper le récit. Mais le but est un petit peu de répondre à des questions qu'on peut se poser à ce moment-là du récit, ce qui donne un petit côté méta à l'œuvre des méta-barons. Et donc, je vous le dis, une fois que vous aurez lu une première fois les 8 tomes de la série, vous verrez que ces deux personnages ont une utilité, car il y a un fil conducteur tout le long de leur intervention, avec une grosse question qui revient régulièrement sur l'unique blessure du dernier métabaron, une cicatrice à l'arcade sourcilière. Ces interventions sont aussi l'occasion de voir à quel point dans cet univers les robots sont vulgaires, avec plein d'insultes à base de bio quelque chose ou paléo truc,
ou des références mécaniques à des appareils génitaux et ce qu'on peut faire avec. Vous allez être décontenancé devant tant de vulgarité robotique. Ces petits robots sont aussi un outil de teasing, chaque tome se ponctuant sur un cliffhanger, Lothar balançant plein de questions à Tonto, qui lui répond « Tu verras dans le prochain tome ». Par exemple, finir le tome 1 avec Automne stérile, sans enfant, qui doit démarrer sa caste, et on nous balance qu'il aura un fils non adopté. En 1992, les fans, ils ont dû attendre le tome 2 avec beaucoup d'impatience. Parlons enfin du dessin de Juan Jiménez, qui a un style réaliste prodigieux, couplé à un design technologique et organique incroyable. Pour les personnages humains, on a une grosse inspiration pulp, avec des personnages masculins qui sont des gros colosses, style Conan le Barbare ou Rambo, alors que les femmes sont plus pulpeuses et peu vêtues, pour mon plus grand plaisir. Une colorisation très grisonnante qui donne un aspect très froid à cette histoire, narrant l'origine d'une famille de mercenaires et d'assassins sans émotion et invincibles. Il y a aussi tout son techno-organique. À plusieurs reprises, on retrouve des hybrides robots-humanoïdes, que ce soit les chevaliers qui côtoient des robots, les métabarons qui ont des greffes mécaniques, ou encore les fameux cétacyborgs qui sont des baleines de l'espace, mi-cétacés, mi-vaisseau. Et comment ne pas finir avec ces doubles pages qui... J'ai pas de mots en fait, regardez juste ce que je vous mets à l'écran, c'est magnifique, c'est grandiose, et je trouve que avoir des doubles pages tout en diagonale, ça donne une impression de gigantisme à cet espace infiniment grand. Juan Jiménez est réellement un monstre du dessin, et je suis un petit peu triste en voyant à quel point je n'ai rien de lui dans ma BD Tech, ce qui est un tort. On passe maintenant au second cycle, plus court que le premier car ne comportant que 2 tomes, sortis en 2007 et 2013, Castaka, ou comme j'aime l'appeler, avant la caste des métabarons. On va dans cette courte série découvrir les origines des Castaka et du Bushitaka, car bien que Automne et sa lignée fassent perdurer cette tradition et cette philosophie, aucun métabaron n'est un Castaka. Les Castaka, c'est la famille de la première femme d'Automne et de son beau-père Bérard. Automne et sa lignée n'ont pas en eux le sang de la lignée Castaka. Et en plus, ils perpétuent les traditions de manière assez approximative, car le Bushitaka interdit les armes modernes. Ça, ils l'ont conservé que pour les duels père-fils, sinon c'est pistes laser et vaisseaux spatiaux à gogo. Pour en revenir au Castaka et au Bushitaka, les consonances doivent vous rappeler le Bushido, et c'est normal, ils sont d'inspiration japonaise. Il faut aussi savoir que Jodorowsky est un fan de Kurosawa, et il aime aussi le personnage de Miyamoto Musashi. Tout ça, on le retrouve dans Castaka, car à l'origine, le grand-père de Bérard, le beau-père d'Automne, venait d'une planète très médiévalo-japonaise, où 2 clans s'affrontaient, les Castaka et le code du Bushitaka, face aux Hamakura et leur code du Bushikara. Le récit est, comme la caste des métabarons, un flashback. Cette fois, c'est Bérard qui raconte à Automne les origines de sa famille, en commençant par son grand-père, Dayal de Castaka. La série s'insérant ainsi dans les premières pages de la caste des métabarons, avec des pages qu'on retrouve dans les 2 œuvres. Et ce n'est pas la première fois, car Jiménez avait commencé à raconter l'avant métabaron avec le tatouage des Castaka, dont une partie de l'intrigue sera dans cette œuvre. Cette série est ainsi très utile pour comprendre l'histoire du tatouage de Ganga, l'ange vautour, que les Castaka se transmettent et qui est transmise aux métabarons, qui est l'un des rares héritages psychiques qu'ont les Castaka et les métabarons en commun. Et on comprend aussi le lien étroit que les métabarons ont avec l'épiphyte, qui sera utile pour mieux appréhender le 3e cycle. Je me rends maintenant compte que je n'ai toujours pas parlé de l'épiphyte. Alors, pour faire simple, c'est une substance qui enlève du poids aux objets et qui sert de carburant dans les voyages interstellaires. C'est ce qui va être la cause du conflit entre Automne et l'Empire dans le tome 1 de la caste des métabarons. L'épiphyte est une référence à l'épice de Dune, qui est une substance ultra utile à l'Empire dans cette œuvre. Je vous l'ai dit en début de vidéo,
Alejandro Jodorowsky n'a pas pu faire son film Dune. À la place, il a fait en BD. La seule différence entre l'épiphyte et l'épice, hormis le nom, c'est que ce dernier est un puissant stimulant cérébral et que ce soit l'épice de la planète Arrakis ou l'épiphyte de la planète Marmola, les deux sont des références au pétrole du Moyen-Orient et trouvables uniquement sur une planète dans toute la galaxie. Après ça, je n'ai pas trop envie de m'étendre sur l'œuvre, elle ne dure que 2 tomes. Si j'en dis trop, vous allez être complètement spoilé. Alors, encore une fois, un très bon choix de mots, car on va entrer dans une nouvelle zone spoiler. Ce sont des choses déjà présentes dans la caste des métabarons, mais je voulais aborder ça ici, pour éviter de trop surcharger le début de la vidéo et de distiller des informations et des thématiques tout le long des 3 cycles. Là, on va parler de fusion des corps, une chose qui revient plus d'une fois le long de l'œuvre. Par exemple, j'en parlais avec l'inceste, mais Oda et Honorata fusionnent, la mère envoyant son esprit dans le corps sans âme de sa belle-fille. Agora est le fruit d'un corps d'une fille et du cerveau de son jumeau. Même son enfoiré de paternel, Tête d'Acier, va obtenir l'esprit et la tête d'un poète et garder son corps de métabaron. Enfin, on en arrive à Kastaka avec Narta et Myrta, les filles de Dayal, qui vont se retrouver fusionnées à partir du bassin, gardant les parties saines de chacune de ces filles pour devenir une seule et même entité. Et même avec Ganga, la marque de naissance des Kastaka qui sera transmise au métabaron, qui est un peu une forme de fusion psychique entre cet oiseau gardien de Marmola et les futurs gardiens humains que sont les Kastaka et les métabarons. Alors là maintenant, j'en viens aussi à dire un avertissement. Si vous décidez d'acheter Kastaka, ne vous ruez pas sur les tomes 1 et 2 d'occasion. Privilégiez l'intégrale, car celui-ci dispose d'une conclusion faisant le lien entre Kastaka et la caste des métabarons. Ça serait bête de terminer une histoire sur un cliffhanger sans suite. Même si c'est juste pour avoir 4 pages en plus où on va voir la fameuse fusion entre les filles de Dayal. Petit point avant de passer à la prochaine série sur le dessin de Das Pastoras, qui a fait le choix de ne pas singer le style de Jiménez. Rien que sur la colorisation, il y a quelque chose de plus chamarré en comparaison à la caste des métabarons qui était plus grisonnant. J'ai quelques soucis avec les visages qui font par moments très peur, mais ça c'est purement personnel. Et enfin, alors j'ai vu une petite anecdote qui vient de la maison des ancêtres. À l'âge de 13 ans, Das Pastoras aurait dessiné un faux billet pour s'acheter une bicyclette et le marchand n'aurait pas soupçonné le travail de faussaire du jeune homme. Voilà, je dis ça comme ça, prenez cette info, je trouve ça génial. On passe maintenant à l'histoire la moins intéressante de cette vidéo, les armes du métabaron, un one-shot d'une 50aine de pages sorti en 2008 qui raconte comment Sans Nom va passer d'arme ultime à méga arme ultime qui peut détruire 8 galaxies. On retrouve des idées de combats internes et mentaux qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres de l'auteur, qu'elles soient graphiques ou cinématographiques. Par exemple, le combat contre l'œil transpinal, qui est une succession de combats contre ses ancêtres, contre sa descendance et contre lui-même. Quand on connaît les travaux de l'auteur, on comprend ce qu'il a voulu faire avec ça. Mais là où le bât blesse, c'est que peut-être il ne s'agit que d'un one-shot. Et je pense que si la série avait été une trilogie où chaque volume se serait consacré aux 3 armes que doit récupérer Sans Nom, elle aurait gagné en qualité. Hélas, la série ne sera qu'un one-shot, en partie à cause de son dessinateur Charest, qui est un ultra perfectionniste. Si vous regardez les pages que je montre, il a un dessin incroyable et hyper méticuleux, que ce soit aussi bien les personnages que les décors. Malheureusement, cet hyper perfectionniste a un défaut, le temps qu'il lui faut pour terminer une planche. Encore une fois, dans la maison des ancêtres, on nous explique qu'il lui a fallu 5 ans pour dessiner une 20aine de pages pour cette série, et qu'il lui aurait fallu une décennie entière pour terminer ce travail. Ce pourquoi il y a un deuxième dessinateur, Zoran Janetov, qui avait déjà travaillé avec Jodorowsky sur le préquel L'Incal, intitulé Avant l'Incal,
et un spin-off de cet univers, les Technopères. Je ne vais pas critiquer le travail de Zoran Janetov, mais les deux auteurs ont un style extrêmement différent et quand on passe de l'un à l'autre à 2 reprises, c'est relativement choquant. Si on passe à 2 reprises d'un auteur à l'autre, c'est que le récit commence avec Janetov, puis on a le droit à un flashback qui est la partie dessinée par Charest, avant de revenir au temps présent et donc à Janetov. C'est une série à lire si vous êtes curieux, sinon je vous conseille de passer votre chemin. Et on finit cette vidéo avec le dernier cycle, le seul non écrit par Jodorowsky, qui est crédité comme venant d'une idée de lui. Cette fois, c'est Jerry Friesen, entouré de 3 dessinateurs, qui démarre un gigacycle divisé en 4 diptyques, tout comme la caste des Métabarons. Et j'ouvre ainsi une méga parenthèse par rapport aux tomes. Dans la caste des Métabarons, Jodorowsky a pensé les tomes en double, le mari et la femme, chose qu'il aime faire, par exemple dans l'Incal, les tomes sont aussi doubles. Le tome 1 s'appelle l'Incal blanc, le tome 2 l'Incal noir, le tome 3 ce qui est en haut, le tome 4 ce qui est en bas. Il a repris ça des traditions chinoises. Les hommes ont des numéros impairs et les femmes des numéros pairs. Comme pour les tomes de la caste des Métabarons, le tome 1, 3 et 5 sont les maris, les tomes 2, 4 et 6 sont leurs femmes. Et pour les couvertures, Jiménez voulait faire des portraits de famille à la manière de Rembrandt. J'en profite aussi pour rajouter que Jodorowsky a ajouté dans la tomaison de la série, la caste des Métabarons, sa passion pour la numérologie et le tarot, dont il a écrit des livres sur le sujet. Par exemple, la première carte du tarot, le battleur, c'est le commencement, le début d'un projet. Le numéro 7, c'est le chariot, le héros qui triomphe. Et je vais encore une fois pas tous les faire, on va maintenant revenir sur ce nouveau cycle. Parce que dans celui-ci, on revient un peu à ça. La série est découpée en 4 parties. À chaque fois, comme les membres de l'Akatsuki dans Naruto ou les guerriers Sith, ils viennent par 2. Le tome 1 et le tome 2, on a Willem Sang, le techno-amiral, qui va créer Conrad pour vaincre Sans Nom. Et ils seront vaincus dans le tome 2. Ainsi, le tome 1 s'appelle Willem Sang, le techno-amiral, et le tome 2, Conrad, l'anti-baron. Dans le tome 3 et 4, Orne 8, le techno-cardinal, part en mission avec Simak, le transhumain. Chacun donne son nom à un des tomes. Etc. etc. Vous avez saisi l'idée. Je ferme donc cette petite parenthèse. Voilà. Donc, de quoi parle ce cycle? C'est la suite directe de la caste des Métabarons. On suit Sans Nom, qui après les événements des 8 tomes de la caste des Métabarons, a éliminé tous ses ennemis. Ainsi, l'Empire n'existe plus. C'est la secte techno-techno qui étend son emprise sur la galaxie avec le monopole de l'épiphyte, qui au passage, comme l'essence dans notre monde, est une ressource fossile qui commence à se tarir. Sans Nom veut alors détruire la source de l'épiphyte et devient ainsi l'ennemi des techno-techno, qui vont envoyer des ennemis pour le vaincre. Comme je l'ai dit, la série est décomposée en 4 arcs, où à chaque fois une menace va attaquer le Métabaron d'une manière différente. Par exemple, Willem Sang et Conrad sont plus agressifs et vont l'attaquer physiquement. Alors Corne 8 et le Simak vont jouer sur le tableau des sentiments. Quant au 3e arc, il va s'attarder sur l'épiphyte et le rôle du Métabaron dans le monde. Et enfin, le 4e diptyque sera sur l'héritage. Même si, pour le coup, c'est aussi le grand thème de ce cycle, l'héritage. Pourquoi je dis ça? Eh bien c'est simple, tout au long des 4 diptyques, l'héritage va être au cœur du récit. Dans le premier, Sans Nom va affronter un écho de son passé, en la personne de l'âme qui lui a fendu son sourcil, et qui fait un très beau clin d'œil à la série La caste des Métabarons. Dans le deuxième, notre héros va être confronté à une paternité naissante, et va aussi découvrir l'héritage de son trisaïeul. Dans la 3e partie, il va découvrir l'héritage qui aurait dû être le sien, à savoir protéger l'épiphyte. Dans la dernière partie, il va faire face à son héritage, à savoir sa descendance. Je trouve la série super intéressante, surtout la partie en lien avec l'amour. Ça pourrait clairement être une nouvelle partie de la caste des Métabarons.
car ça coche une bonne partie de tout ce qu'il y avait dans la série originelle. Conrad, son clone, qui est le premier réel adversaire de notre héros, va s'auto-mutiler par accident en perdant ses jambes dans la lave. Comme ses ancêtres, Sans Nom va aussi tomber amoureux au premier regard de sa belle, et c'est la chose que je trouve très pertinente par la suite, c'est que le Métabaron a beau être le guerrier parfait, il reste un humain, et l'amour peut le vaincre, surtout quand on voit la dernière partie de la série. Même si par moment, notre héros est plus un gros queutard qui mate des boules et couche avec le maximum d'homéoputes qu'un grand romantique qui ramène des roses. Mais bon, encore une fois, quand vous aurez lu la 4e partie, vous remettez en considération tout ce que vous avez lu avant et vous dites « Ouais, c'est vraiment dans la droite lignée de la caste des métabarons ». J'en parlais plus tôt dans la vidéo avec l'inceste, ça revient aussi dans cette série avec, dans la dernière partie, un passage où il y a un inceste involontaire qui, en plus de ça, est un peu cocasse car nous on le devine, mais pas les personnages. Par contre, j'ai un souci avec ce cycle car, à l'instar des armes du Métabaron, plusieurs auteurs ont bossé dessus. 3 auteurs pour être exact. Chacun s'occupant d'un diptyque, sauf Valentin Séché, qui va travailler sur 4 des 8 tomes. En soi, le changement d'auteur n'est pas très dérangeant, ou en tout cas n'est pas aussi violent que sur les armes du Métabaron, car chaque diptyque a son propre style. Mais sur le cycle en lui-même, c'est légèrement déstabilisant, surtout quand des auteurs redessinent des mêmes scènes. Je pense que l'idée de ce changement d'auteur était aussi de permettre un rythme de publication très cadencé, chose qui s'est un petit peu cassé la gueule quand on sait qu'on a attendu plusieurs années pour les 2 derniers. Ainsi, on passe des 2 premiers tomes dessinés par Valentin Séché avec son style photoréaliste qui rend super bien, surtout quand on sort de la caste des métabarons. Et il faut le savoir, c'est un auteur qui est très jeune, d'une vingtaine d'années, qui avait dessiné auparavant Cal, Chronique d'un empereur galactique, encore une série de SF avec un chauve. Je vais être très honnête, j'ai un rêve mouillé de voir ce cycle entièrement dessiné par cet auteur. Malheureusement, ça ne sera jamais le cas. Ensuite, on a le droit à 2 tomes de Nico Henrikon, qui a un style moins réaliste et plus chaleureux. Et quand on sait que la menace de cette partie est plus charnelle, bah au final, ça matche plutôt bien, même si c'est très dérangeant et très différent du style de Valentin Séché. Enfin, après un retour sur le tome 5 et 6 de Valentin Séché, et après 4 ans d'attente, Pete Woods et un style plus numérique et froid a conclu la série. Ouais, 4 ans, vous avez bien entendu. Dans la même période, on a eu les 6 premiers tomes de Métabaron, et pendant 4 longues années, pas de son, pas d'image. Je pense qu'il y a dû avoir des embrouilles pour que la série mette autant de temps à se conclure. J'ai aussi un souci avec la série, mais alors c'est plus sur sa conclusion et sa toute dernière page qui me font un petit peu soupirer, mais pas de bonheur, de désespoir. De finir sur une fin aussi ouverte, sûrement un moyen de revenir une énième fois dans cet univers qui n'a, pour moi, plus grand chose à raconter. En conclusion, depuis le temps que j'en parle de cette vidéo et que je la prépare, comment vous dire à quel point j'aime la série de la caste des Métabarons. Si après cette vidéo, vous n'êtes toujours pas hypé et que vous n'êtes pas déjà en train de partir pour votre librairie, Fnac ou Cultura pour prendre l'intégralité de cette série, je serais extrêmement déçu. La caste des Métabarons, c'est une série que j'adore, que j'ai lue et relue et re-relue plus d'une fois en une décennie, où j'ai trouvé des niveaux de lecture impressionnants au gré de mes lectures et de mes relectures, et même au niveau de mes recherches pour pondre cette vidéo. Même encore récemment, je suis tombé sur une vidéo sortie il y a quelques mois qui m'a montré d'autres niveaux de lecture que je n'avais jamais soupçonnés. C'est pour vous dire à quel point la caste des Métabarons est riche. Et moi-même, je n'ai pas tout dit sur cette œuvre. Après, tout n'est pas bon à prendre dans la série. Commencez par l'œuvre de base, à savoir la caste des Métabarons. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur l'origine de cette caste, lisez Castaka. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur le devenir de notre héros, allez lire la série Métabaron. Et si vous êtes à court de tout et que vous voulez en lire encore un peu plus, vraiment,
lisez Les Armes des Métabarons, mais c'est vraiment pas un conseil de lecture. Sinon, vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, aller découvrir l'univers de l'Incal, dont je ferai peut-être un jour une vidéo dessus, mais pas tout de suite. Car on parle d'une série de 6 tomes, un préquel de 6 tomes, une suite de 3, et un nombre conséquent de spin-off, la caste des Métabarons étant comprise dedans. Là, c'était uniquement 2 fois 8 tomes, plus un one-shot et une série de 2 tomes. C'est pas la même quantité de travail. Enfin, dernière petite chose, si vous ne connaissez pas l'homme derrière cet immense univers, voici quelques petits conseils de lecture de certaines de ces séries. Le Pape Terrible et le Lama Blanc pour son rapport à la religion, qu'on peut aussi retrouver dans le spin-off de l'Incal, les Technopères. Juan Solo et son histoire de porte-flingue d'Amérique du Sud qui va partir dans des délires de rédemption et de religion, un peu comme son film El Topo, et si vous êtes curieux d'aller voir son film, il y a une suite en BD intitulée Les Fils d'El Topo. Et je relance avec Buncher, sa grosse BD sur un cow-boy manchot, et donc qui a subi une mutilation. On y revient encore une fois. Enfin, je vous conseille un de ces derniers titres, Les Chevaliers d'Héliopolis, dont vous savez, c'est une série avec un personnage principal qui est hermaphrodite. Voilà, ça vous fait un petit échantillon de BD à lire. Pour moi, autant d'œuvres que je traiterai peut-être un jour. Et encore une fois, l'auteur a écrit tellement de choses, j'ai pas tout lu, mais tout ce que j'ai lu, j'ai adoré, donc j'espère que vous allez découvrir un auteur qui a une richesse dans son écriture et que vous allez tout autant aimer que moi. C'était Monsieur Mangas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et dernier petit conseil, continuez à vous palucher le paléopénis.